BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous. Oh, vous y avez vite adhéré à ce club du droit cette saison. Et je vous comprends, parce qu'on est là chaque semaine sur BFM Business pour vous guider, pour vous conseiller justement dans ce maquis de la loi. Il faut évidemment avoir les idées claires. Bienvenue dans ce club du droit. Et à suivre le plein d'infos pratiques, le plein d'infos juridiques. Vous avez la parole comme chaque semaine, vous le savez. Le club du droit @bfmbusiness.fr. Nos amis notaires vous répondront, bien entendu, ils ont réponse à tout. L'acte de la semaine aussi, rendez-vous dans 2 minutes, ce sera le dossier de la semaine. Le régime matrimonial des expatriés. Auparavant, comme chaque semaine, ce qui s'est passé, donc les news de la semaine avec Erwan Maurice. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Avec toujours le plein d'infos immobilier. Oui, on note un ralentissement du marché en Ile-de-France, mais pas forcément dans les régions. Exact. Alors, l'Île-de-France, deux raisons à ce ralentissement. D'abord, un manque d'offres. On n'arrête pas de le dire. Effectivement, manque d'offres sur l'Île-de-France, notamment Paris. Et puis, les grèves. Un phénomène un petit peu plus particulier. Les grèves à répétition qui ont marqué le mois d'avril, le mois de mai. Ralentissement donc du marché francilien, plus 0,1% seulement pour le mois d'avril. Bordeaux aussi est une ville qui ralentit. C'était la ville française de 2017. Sur un an, croissance des prix de 8,3%. Et là, eh bien, sur le mois d'avril, on a reculé de 0,4 pour le marché, points. Alors, les villes en région accélèrent. Lyon, qui est la ville de 2018, plus 0,9%. Et sur le mois d'avril, on a même Rennes qui est devant Lyon, plus 1,1%. Montpellier, plus 1%. Lille, plus 0,6%. Strasbourg, plus 0,4%. Et Nice, plus 0,3%. On observe seulement 2 reculs. Toulouse, moins 0,2 et Nantes, moins 0,6 points. Bon, alors, on connaît les divorces sans juge depuis l'année dernière, depuis 2017. Les pouvoirs publics veulent aller encore plus loin dans la simplification. Comment ? Tout à fait. Ça faisait partie du projet de loi de programmation 2018-2022. L'idée, c'est de supprimer l'une des étapes de la procédure de divorce qui s'appelle la phase de conciliation. Et qui, donc le juge tentait de mettre d'accord les époux sur les conséquences du divorce. L'objectif, en supprimant donc cette phase, c'est de faire passer la procédure de divorce de 27 mois à un petit peu plus d'1 an, autour de 13 mois. D'accord, vaguement de 2 ans à 1 an. C'est ça, on divise par 2. C'est ça. Le projet de loi donc, a été présenté fin avril et la réponse du Parlement sera faite très prochainement, dans les semaines qui viennent. À surveiller. Les nouveaux notaires qui s'installent sont soumis au tirage au sort. Ça pourrait bientôt ne plus être le cas. Et oui, la réforme des notaires, elle est issue de la loi Macron. Elle prévoit effectivement le tirage au sort pour les nouveaux notaires qui veulent s'installer. Mais voilà, le Conseil supérieur du notariat est plutôt défavorable, pas assez solennel, contraire au mérite. Alors pourquoi pas un concours ? C'est ce que propose le Conseil supérieur du notariat. C'est un changement peut-être qui va être possible dans les futures discussions. Pour rappel, depuis le 1er avril 2018, 1300 nouveaux postes ont été ouverts et on en attend 1650 pour la fin du mois de juin. Voilà, le vice-président du Conseil supérieur du notariat qui sera d'ailleurs avec nous dans Passez-moi le notaire dans une dizaine de minutes. Oui, les notaires qui tiennent leur grand congrès, ce sera à Cannes à partir du 27 mai. Merci Erwan Maurice. L'acte de la semaine tout de suite. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Le régime matrimonial des expatriés. On en parle avec maître Sylviane Plantelin. Bonjour maître. Bonjour. Notaire à Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines. Oui, de quoi parle-t-on exactement ? On parle quoi ? D'un mariage contracté à l'étranger ? D'un mariage avec un... Alors, on parle surtout des Français qui s'expatrient. Oui. Parce que quand on ne fait pas de contrat de mariage, on va voir que ça peut être quelquefois dangereux par le fait qu'on n'a pas pu anticiper et qu'on se retrouve dans une situation qui peut être dramatique. Parce que vous savez qu'en général, quand on se marie, on fait un contrat de mariage, ou si on ne fait pas de contrat de mariage, on a le régime légal. Le régime légal français, c'est la communauté réduite aux acquêts. Mais là, ce n'est pas un choix, parce que c'est un contrat à défaut. On va dire c'est un régime qu'on a, mais à défaut d'en avoir fait. Et voilà, et quelle loi va s'appliquer ? Quel régime matrimonial va s'appliquer ? Est-ce qu'il faut en choisir un ? D'ailleurs, parce que le régime matrimonial, on ne cesse de répéter avec tous vos amis et collègues notaires, qui régit les droits des époux entre eux pendant le mariage, lors de sa dissolution. Ce que vous disiez, pardon,
il faut être très précautionneux quand on s'expatrie, il faut être vigilant, Oui. prévoyant quant à son régime matrimonial. Mais oui, parce que finalement, si on n'a pas fait le choix, si on a fait un contrat de mariage Oui. et qu'on a choisi en effet un des régimes, que ce soit un régime de communauté avec des clauses spécifiques, ou bien un régime séparatiste, la séparation de biens, ou un régime qui allie les deux, la participation aux acquets, eh bien, on a fait un choix. Et si on a fait un choix, en général, on a été conseillé. Donc, on sait exactement ce qui va se passer par rapport à l'application de ce régime. Et ça concerne, c'est très important, parce que les gens qui ne font pas de contrat, ils disent « je ne fais pas de contrat parce qu'au moment où on se marie, on n'a rien ». Mais ça ne définit pas ce que l'on a au moment où on se marie. Ça va définir comment va être réglé au moment de la séparation. Or, malheureusement, il y a toujours une séparation. Hélas. Soit elle est voulue, si on divorce, par exemple, soit elle est subie, s'il y a un décès, et puis aussi la responsabilité. En effet, si on a une profession avec un risque économique, il peut être judicieux de choisir, par exemple, le régime de la séparation de biens, parce que ça met à l'abri, notamment, une partie du patrimoine, en tout cas le patrimoine du conjoint. Et si on ne fait pas de contrat, on a un régime qui s'applique, qu'on ne connaissait pas forcément. Alors, on peut choisir voilà, un contrat qu'on rédige soit avant, soit pendant le mariage. Il va permettre aux époux de choisir entre les régimes, les lois. De quel État, au fait? Alors, le problème, c'est que lorsqu'on ne fait pas de contrat de mariage Oui. et que on pense que c'est le régime du pays où on se marie ou bien le pays de la nationalité qui va s'appliquer. Donc, pour être clair, je vais vous donner un exemple, Oui. par exemple, d'un couple de deux Français qui se marient en France, mais qui s'établissent après le mariage en Angleterre. Oui. Or, ils n'ont pas fait de contrat de mariage. Ils se disent, on est français, on s'est marié en France, on a le régime de la communauté, c'est ce qu'on voulait. Mais pas du tout. Ce que je dirais aussi. Parce ouais. que, oui, voilà. Mais le principe, c'est que c'est le lieu où on s'établit après le mariage. Et en Angleterre, le régime légal est le régime de la séparation de biens. Alors, ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir que quand on n'a pas fait de contrat, on a un régime matrimonial qui va être celui du premier établissement après le mariage, donc là où le couple va s'installer. On va réexpliquer ça dans le détail, parce que c'est très important. Si je me marie devant le consul de France à l'étranger, sans contrat, je serai sous le régime légal français ou pas? Alors, ça n'a rien à voir. Le fait de se marier devant le consulat, c'est comme si vous vous mariez en France. Si vous êtes établi en France, ça sera le régime français. Mais si vous êtes établi C'est la question dans l'autre après, où est-ce qu'on pays, reste? Voilà. Bon. dans l'autre pays, ça sera le régime du pays, même si vous vous êtes marié avec le consul, si vous voulez, et même avec les transcriptions. Ça n'a rien à voir. C'est le lieu où vous habitez. Où on reste après, Ouais, oui, bien où on sûr. reste Alors, après. quel régime matrimonial? Parce que c'est vrai, on le disait, l'utilité du régime matrimonial, ça va régir un peu les biens possédés avant le mariage, pendant le mariage, après, enfin en tout cas après la célébration de l'union. Il y a une convention internationale qui a été signée dans les années 70, la Convention de La Haye. Je crois que c'est sur elle que tout repose. On ne va pas faire trop de juridisme Non, à Maître Plantelin, mais absolument pas, c'est quoi les principes Voilà, de base? vous avez raison, c'est en 78. 78, surtout, voyez. mais ce qui est important, c'est surtout l'application. Or, l'application de cette convention de La Haye, et ça a été en 92. Alors, il y a en effet l'avant 92 et l'après 92. Ceux qui se sont mariés avant le 92, le principe du fait que le régime légal applicable est le pays de la résidence après le mariage, c'est la même chose. Par contre, pour ceux qui sont mariés après 92, il y a un risque supplémentaire. C'est qu'il y a la mutabilité du régime. Je m'explique. Vous vous mariez sans avoir fait de contrat et vous vous établissez dans un pays, par exemple en Angleterre. Oui. Vous êtes régi sous le régime donc anglais de la séparation de biens. Et puis vous partez habiter dans un autre pays parce que professionnellement vous Embauche. partez, donc voilà. C'est normal. Et quel que soit le pays où vous êtes, si vous n'avez pas fait de contrat de mariage, ce régime au bout de 10 ans, le premier donc va se terminer et vous allez être soumis au nouveau régime du nouveau pays où vous êtes. Donc vous allez avoir une complication, d'abord le fait de ne pas Une sorte savoir d'incertitude, si le clairement. régime, une Bien sûr. incertitude. En plus, il y a des pays où ça peut être très dangereux par rapport aux responsabilités, au patrimoine, à la liquidation. Et vous pouvez vous retrouver avec une complication au moment de la séparation ou du décès, avoir à liquider plusieurs régimes successifs. Le régime d'un pays, puis ensuite d'un autre, et de la mutabilité qui est établie. Donc, l'importance, c'est de faire un contrat de mariage. Vous choisissez. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de quoi que ce soit. Et si vous avez loupé la route, on peut rectifier. Donc, n'hésitez pas
c'est ce qu'il faut dire véritablement à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous voient, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter le notaire pour voir est-ce que je ne peux pas réparer la bêtise que j'ai faite. Eh bien oui, on peut par déclaration grâce à la Convention Vous dites de la Haye, bêtise de ne pas avoir signé de pas avoir de signé mariage, de pas contrat. de se marier. Non, pardon, c'est une plaisanterie. Ça peut être aussi. Mais là, le notaire aura peut-être un petit peu moins de facilité à conseiller. Donc là, si jamais vous n'avez pas fait de contrat de mariage, eh bien, vous avez la possibilité, a posteriori, lorsque vous avez un élément d'extranéité, lorsque vous êtes expatrié, vous pouvez très facilement faire une déclaration, c'est l'article 6 de la Convention de la Haye, qui indique, voilà, nous avons voulu choisir tel contrat, tel régime, donc le choix de la loi applicable, et vous pouvez même le faire en indiquant que vous voulez que ce soit rétroactif depuis le jour du mariage. Alors, vous ne pouvez pas choisir n'importe quel régime. Il faut que ce soit... Oui, il y a des conditions quand même. Voilà. Si j'habite en Islande et que je suis marié avec une Togolaise, par exemple, je ne vais pas choisir le régime de Singapour. Alors, absolument. Voilà. Vous avez le choix entre le pays de la résidence et le pays de la nationalité. Bien, oui, bien et sûr. si le couple, il y a 2 nationalités, il y a le choix avec donc les régimes des 2 nationalités plus le couple. Donc ça s'appelle le choix de la loi applicable, où on peut aussi changer de régime matrimonial si l'on souhaite. Et c'est beaucoup plus simple d'ailleurs pour les expatriés que pour les Français. Pourquoi? C'est plus simple. Parce que les formalités sont moins importantes. Par exemple, quand vous voulez changer... On s'adresse à qui déjà? Alors, quand vous voulez, si vous avez des Français qui habitent en France et qui souhaitent changer de régime matrimonial, même si depuis une dizaine d'années, il n'y a plus besoin, dans certains cas, de l'homologation du tribunal, c'est simplifié, il y a quand même une obligation d'être marié depuis au moins 2 ans. Ou bien, si on fait plusieurs changements, qu'il y ait toujours au moins 2 ans, voilà. S'il y a des enfants mineurs pour le couple, on est obligé de passer par le tribunal, d'avoir l'homologation. On est obligé d'informer les enfants majeurs. Et s'il y a une opposition des enfants majeurs ou bien des tiers, puisqu'on a aussi une publication dans un journal d'annonce légale qui permet, s'il y a des créanciers, éventuellement de faire valoir leurs droits, si le changement de régime peut porter atteinte à leurs droits, eh bien tout cela n'existe pas. Si vous êtes expatrié, il n'y a pas de délai. S'il y a des enfants mineurs, il n'y a pas de beaucoup plus tribunal. souple. Donc faites attention à une chose, parce que souvent, il y a des personnes qui viennent nous voir alors qu'ils n'ont plus d'éléments d'extranéité. C'est-à-dire qu'ils sont passés par un pays assez longtemps pour que le régime, ou alors le fait qu'il soit établi en premier domicile dans un autre pays. Donc il y a forcément quand même un droit qui s'applique du régime où ils ont vécu. Et quand ils reviennent, eh bien, ils n'ont plus la possibilité de faire le choix avec la rétroactivité de la loi applicable, parce que s'ils sont français qui sont revenus en France, c'est le régime français qui va s'appliquer. C'est le principe quand il y a la collusion entre la nationalité et le retour au pays, et sans délai. Mais par contre, ils n'auront plus la possibilité, s'ils avaient voulu avoir, par exemple, la séparation de biens pour l'achat d'un bien à un moment, eh bien non, ils n'ont plus la possibilité. Donc, l'élément d'extranéité est important pour faire les choses avant de partir ou rectifier une fois qu'on est parti. Mais il est important aussi de peut-être de le faire quand on est encore expatrié, parce que les moyens de faire les actes ou de faire des modifications sont souvent plus simples que lorsque l'on revient et on subit ce qui s'est passé, on ne peut pas l'effacer, mais on n'a plus les moyens de faire des actes faciles. Et on revient à ce que vous disiez tout au début, Maître Plantelin, une expatriation, ça se prépare. Absolument. Fiscalité, bien sûr, succession, retraite, sécurité sociale, et donc le régime matrimonial. Voilà, attention, il faut être vigilant, il faut être prévoyant. Hein. Il ne faut pas subir. Vous savez, les notaires disent toujours qu'il faut prévoir, il ne faut pas subir. Or, pour prévoir, il faut être informé. Et pour être informé, il faut aller consulter. Mais quand on est étranger, on consulte quel notaire Vous pouvez consulter d'abord votre notaire quand vous revenez éventuellement en France. On peut l'appeler même. Vous pouvez l'appeler. Il y a aussi Internet. On peut communiquer. Maintenant, il y a les moyens qui sont faciles. Ou alors aller au consulat. Mais faites attention à une chose aussi, c'est que au consulat, le consul avait la fonction de notaire, même s'il n'a pas la formation. Il pouvait, par exemple, faire une procuration, un contrat de mariage. Mais maintenant, il y a beaucoup de pays, notamment en Europe, où le consul n'a plus cette fonction. Ce qui est un petit peu plus compliqué d'ailleurs sur le plan de la formalisation, mais on trouve toujours un système, et puis on peut aussi aller voir un notaire ou un solliciteur pour essayer, mais on ne pourra pas forcément faire les mêmes actes. Bon. Mais voilà,
Se renseigner, on a toujours une solution. Se renseigner, très bien. Voilà, on va profiter de ce week-end, long week-end de Pentecôte, pour se plonger également dans ce guide juridique des Français de l'étranger, édité par les notaires de France, que vous nous recommandez. Sur le site www.notaire.fr. Et sachez que vous pouvez télécharger fiche par fiche. Il y a tout ce qui concerne le droit de la famille, l'immobilier, la fiscalité. Et donc, ce sont des fiches pratiques que nous avons voulu mettre en place pour les expatriés. Ils ont besoin encore plus peut-être que ceux qui sont ici. Ils ont besoin de conseils. Sylviane Plantelin, donc notaire à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Merci beaucoup, bon week-end, à très bientôt. Bon week-end. Passez-moi le notaire à présent. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Bah oui, on en parlait tout à l'heure avec Erwan, le vice-président du Conseil supérieur du notariat. C'est Antoine Dejoie. Bonjour, maître Dejoie. Notaire à Vertou, en Loire-Atlantique. Allez, tout de suite, on ne perd pas de temps. On prend vos questions qui nous sont arrivées nombreuses sur le club du droit, @bfmbusiness.fr. Marie, à Fontaine, dans l'Isère, qui nous dit « Je désire investir dans une maison dont une partie est déjà habitable pour moi, l'autre à transformer pour mon fils de 25 ans. J'apporterai le plus gros apport. Doit-on faire un achat séparé ?» Qu'est-ce que ça révèle, cette question, maître Dejoie, en fait? Ça révèle une situation familiale avec finalement un parent, un enfant, mais qui n'ont pas la même problématique, ce qui est d'ailleurs classique vu l'écart de génération. Normal. L'un a l'argent, l'autre va plutôt emprunter. Oui, parce qu'elle précise qu'elle apportera le plus gros apport. Lui va donc en acheter une partie. Oui, elle va apporter le plus gros apport. On ne sait pas si dans la partie de l'un et de l'autre, parce qu'elle décrit deux parties, si c'est l'un au-dessus de l'autre, comme une maison avec 2 étages, ou s'il y a deux dans le jardin, s'il y a deux bâtiments. Oui, bien sûr, 2 parcelles. Sans doute faudra-t-il savoir ça pour conseiller, mais peut-être est-il judicieux d'essayer de séparer les parties avec une copropriété, si on est l'un au-dessus de l'autre, peut-être simplement un découpage cadastral, si on peut découper le jardin en 2. Est-ce qu'on peut couper en 2 la maison au moment de la vente? Ça, c'est... Alors, au moment Est-ce qu'elle pourrait louer un morceau de la maison à son fils? C'est quoi, non? Oui, mais c'est pas évident parce que lui, il va vouloir emprunter. Il a besoin d'emprunter. S'il loue, besoin de justifier. Voilà. Et puis s'il loue, il va payer un loyer à fond perdu. A priori, il a la capacité d'emprunter. Vaut mieux qu'il emprunte, qu'il achète sa part. Bon, très très bien. Donc, doit-on faire un achat séparé, a priori? Ce serait judicieux. Plutôt. Et peut-être en étudiant la question, on aurait une autre idée. Bon, Julie, à Épinal, dans les Vosges, qui nous demande: est-il obligatoire de remettre un bien aux normes, notamment électriques, pour le vendre, ou s'agit-il seulement d'une obligation d'information de l'acquéreur? Donc, question sur l'acte de vente. Ce qu'il faut rappeler, on l'avait dit d'ailleurs dans ce club du droit, le vendeur doit remettre un diagnostic complet de la norme électrique du logement mis en vente à l'acheteur. Donc, oui, ça permet finalement à ce dernier de savoir si sa nouvelle acquisition est conforme. Ça, c'est normal. Oui. C'est l'un des différents diagnostics qui ont été établis par la loi, divers et variés, on l'a vu en fonction des situations géographiques, de l'âge de la maison. Ici, c'est l'électricité. Il n'y a aucune obligation de mise aux normes. C'est strictement informatif. Ah bon, car au fond, qu'est-ce que dit la loi, ou en tout cas les textes, c'est que si le vendeur apporte cette information, lui, le vendeur, il est exonéré de sa responsabilité. D'accord. C'est bien une information. Donc le diagnostic, il peut être positif ou négatif. Bon, c'est positif, il n'y a pas de souci. Si c'est négatif, donc la question, est-ce que le vendeur est dans l'obligation de prendre en charge la mise en conformité? Ce que vous nous dites, maître Dejoie, c'est non? C'est non. C'est informatif. C'est informatif. D'accord. Donc si je résume, l'acheteur, il est au courant de la non-conformité électrique. Voilà. Il achète ou il n'achète pas, mais en tout cas, à partir du moment où il achète, il le savait et c'est pour sa poche. C'est ça? Absolument, mais il y a plusieurs non-conformités. Il y a des conformités qu'on va qualifier de graves, avec beaucoup d'éléments qui ne sont pas bons, et parfois, c'est 1 ou 2 détails qui sont très, très faciles à rectifier. Bon, très bien. Oui, elle demande aussi, Julie, je ne sais pas si on a le temps, s'il s'agit seulement d'une obligation d'information, comment estimer un bien qui est vendu sans mise aux normes? L'acquéreur, je dirais, ça fait partie de l'état général de la maison, si vous voulez. Ça peut être ça, et puis les peintures ou l'état de la toiture. Il y a d'autres choses dont on peut bien voir qui sont vétustes. Il n'y a pas forcément besoin d'un diagnostiqueur pour se rendre compte d'une installation électrique ancienne. Par contre, si c'est un élément technique, par exemple la terre, vous savez, les fameuses prises de terre qui ne fonctionnent pas, si vous n'avez pas l'appareil pour le vérifier, ça, vous ne pouvez pas le savoir vous-même. Donc tout ça, évidemment, ça influe sur le prix, évidemment, sur l'estimation du prix du bien. Bon, voilà, c'est très clair. Monique à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, qui nous demande: les appels de fonds pour travaux non réglés sont-ils dus par l'usufruitière ou par le nouveau nu propriétaire? Alors, en fait, sa question elle est assez longue. Je l'ai sous les yeux.
Elle nous précise, ma mère a fait une donation partage entre mon frère et moi. Mon frère est décédé en 94. Mes neveux et nièces sont d'accord pour que je leur rachète la nue propriété tout en gardant ma mère dans l'appartement en tant qu'usufruitière. Ma mère n'a pas réglé les travaux pour lesquels elle n'était pas d'accord. Est-ce que je suis obligé de les régler au cours de l'achat de la nue propriété? Bon, ça fait beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas, vous commencez par quoi? Par quel bout, là? Il y a deux niveaux les règles de la dans donation la aussi, question. oui. Voilà, du fait que c'est une donation qui, classiquement, avait été faite avec la personne qui a donné, la maman, qui a gardé l'usufruit, il y avait déjà une première difficulté. Qui doit payer les charges? Alors, les charges courantes, c'est l'usufruitier. En termes de travaux, là, ça devient délicat. On fait référence au Code civil, les charges de l'usufruitier et les charges du nu propriétaire. Mais ceci dit, il y a des exemples à l'infini, une jurisprudence assez variée, et parfois c'est compliqué, suivant la nature de l'immeuble. Est-ce que la réfection de la toiture est complète? Est-ce que simplement on va réparer la souche de cheminée, ou au contraire un ravalement extrêmement lourd? Ouais. Donc tout ça, ça va rentrer en jeu. En tout cas, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé, puisque les charges n'ont pas été payées. Et puis là, il y a une deuxième aventure, malheureusement, c'est qu'un des enfants est décédé, et ses propres enfants disent à leur oncle, ou leur tante, je n'ai pas très bien saisi, disent à leur oncle, ben voilà, nous on veut bien te vendre notre part, tu vas devenir nu propriétaire de la totalité de l'immeuble. Et lui, il se dit, mais alors comment je fais avec maman Qui reste qui dans la toujours maison. pas payé. Ouais. Donc je dirais, le L'appartement. problème est accessoire. Eux, ils peuvent faire une convention, en tout cas, entre les neveux qui cèdent et l'oncle qui achète, il peut faire une convention pour dire, moi je prends l'État et je me débrouille des charges non payées avec l'usufruitière. Mais le problème reste entier entre l'usufruitière et le ou les nus propriétaires. Donc là, on n'a pas forcément de réponse à donner à Monique, là, spontanément. C'est pas très simple. ça Il y a doit- sûrement des discussions à avoir. Ça, faut consulter, bien sûr, un Voilà. professionnel du droit. Oui, oui, usufruitier, nu propriétaire, qui peut faire quoi? Comment ça fonctionne l'usufruit? C'est vrai que c'est toujours un petit peu... Je pense qu'on y consacrera d'ailleurs un acte de la semaine. Oui. Je pense que ça vaut le coup. Oui, vous me dites un mot simplement, Antoine Oui, Deveau, alors, là-dessus. Usufruit, usage et jouissance du Oui. bien, on a en gros les charges d'entretien. Mais attention, c'est extensif, c'est plus large par exemple qu'un locataire. L'usufruitier, il a beaucoup plus qu'un simple locataire d'habitation. Le nu propriétaire, celui qui est propriétaire du bien sans en avoir ni l'usage ni la jouissance, lui, il aura vraiment les gros travaux. Juste un dernier mot, une dernière question. Ma mère a fait une donation partage entre mon frère et moi, nous disait Monique. Les règles de la donation partage, c'est à la fois une donation, c'est à la fois un partage. Ça se fait du temps du vivant. C'est complètement différent du Dans le cas testament. présent, c'était une donation partage où chacun des deux enfants avait une moitié indivise, une moitié non déterminée du même bien, de la même, sans doute un appartement, lui-même soumis au régime de la copropriété. Et c'est surtout, dans ce cas-là, une avance sur la succession, pour que le jour du décès de cette dame, malheureusement son fils est décédé avant elle, mais sinon, le jour du décès de cette dame, eh bien, les enfants sont déjà propriétaires du bien. C'est là, ça permet aux bénéficiaires de percevoir immédiatement donc un Voilà. patrimoine ou un morceau du patrimoine. Et tout le monde est d'accord et on ne remet pas ça en cause, justement. Non, Voilà. voilà. Le bien est déjà passé à la génération du dessous. Bon, ben, c'est très bien. Voilà, c'est différent du testament où on est obligé d'attendre quelque part la mort du légataire. Absolument. Bon, bah oui, quand je vous disais, ils ont réponse à tous les notaires. Antoine Dejoie, donc, qui est notaire à Vertou, en Loire-Atlantique. Bon retour, vous aussi, profitez de Merci. ce long Merci. week-end de Pentecôte. Merci. Travaillez bien vos dossiers en vue du congrès, donc d'ici une dizaine de jours, donc Voilà. à Cannes, ce sera le 27. Oui, ça va venir vite, c'est dans une semaine maintenant. Allez, le saviez-vous? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Oui, chaque semaine, on va à la rencontre des notaires engagés sur les questions de droit, mais aussi sur les questions environnementales. Un reportage commenté par Erwan Maurice. Dans quelques jours se tiendra à Cannes le Congrès des notaires de France. Thème de cette 114e édition, le territoire, avec une place prépondérante accordée à l'énergie, et plus précisément les nouvelles énergies, les énergies renouvelables. Photovoltaïque, éolien, méthanisation, la production d'énergie verte en France représente 18% de l'électricité consommée. François Lévesque, professeur d'économie à l'École des Mines. L'objectif européen, en termes quantifiés, c'est d'atteindre 20-30% aux horizons 2020-2030. Alors pour accompagner cette transition énergétique, les notaires souhaitent établir un cadre mieux adapté. L'innovation verte est un tournant qu'il faut appréhender différemment.
comme le réclame maître Éric Meyer, notaire à Saint-Chamond dans la Loire. La législation n'a pas été pensée pour la transition énergétique. Exemple frappant, les grands champs d'éoliennes que vous pouvez voir dans le paysage, le cadre juridique le plus courant pour leur installation, c'est le bail emphytéotique. Le bail emphytéotique, c'est quelque chose qui remonte au droit romain, qui a plus de 2000 ans, et qu'on remet au goût du jour justement parce que c'est le cadre le plus adapté. Mais il y a une part de bricolage derrière. Le bail emphytéotique est un long bail pouvant atteindre 99 ans. Cette réforme pour les industriels s'impose tout autant pour les particuliers qui ont fait le choix d'une installation de panneaux solaires censés couvrir leur consommation et générer des revenus. Maître Antoine Jans, notaire à Rouen. Le particulier il connaît sa dépense et cette dépense sera certaine, mais en revanche le gain est inconnu et parfois c'est un petit peu des fanfaronnades. Donc l'idée c'est que le particulier ait une garantie légale de production, elle-même couverte par une assurance obligatoire. Les énergies renouvelables assurent 40% de l'énergie consommée en Espagne, Allemagne ou Italie, et même 95% en Norvège. En France, 18% seulement. Voilà, rendez-vous dans quelques jours dans le Club du Droit sur BFM Business, à la télé, à la radio. On évoquera dans un prochain numéro l'héritage au sein de l'Union européenne. En attendant, continuez avec vos questions. Le Club du Droit @bfmbusiness.fr. Très bonne semaine à tous.